Là où on commence à réfléchir de manière un peu plus profonde, c'est quand on arrive sur des approches pluridisciplinaires, c'est-à-dire où on est capable de remettre de l'humain en lien avec la technique. Vous allez voir un autre slide très très joli, donc pas de moi. Donc ça, c'était ça, si je me souviens bien, le vrai travail du cabinet effervescent, là, de considérer, d'essayer de définir ce que c'est qu'une ville intelligente. Et définir une ville intelligente, c'est compliqué, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, ils ont plutôt défini 3 archétypes de ville intelligente. Et tout projet de ville intelligente va pouvoir se projeter sur ces 3 axes-là avec des intensités relativement différentes. Mais la première, celle auquel on pense quasiment systématiquement, du moins quand on est informaticien, c'est ce premier axe, la technocité. C'est-à-dire que je mesure énormément de choses, je suis capable de construire de l'information autour de ça, de faire de la prédiction autour de ça avec des systèmes d'intelligence artificielle. Du coup, je peux optimiser quasiment tout. Je peux optimiser les réseaux de chauffage en fonction de la demande de l'heure d'après. Je peux optimiser ce qui se fait à Lyon, le séquencement des feux, pour éviter les bouchons qui vont se produire si je ne le fais pas. Parce que j'ai de l'historique sur la circulation et je sais que si je garde ce séquencement-là, il va y avoir des bouchons à cet endroit-là, il va y avoir des situations accidentogènes à cet endroit-là. Je sais il y a un système qui est capable d'essayer de dénouer ça. Bon, des fois, il faut s'en persuader quand on roule, mais ça marche, c'est moins pire que ce que ça pourrait. Pardon aux collègues de la métropole qui sont là, mais je ne peux pas m'empêcher de faire ces blagues-là quand même. Mais bon, l'idée, c'est ça, je prends un système et je le rends plus efficace. Je suis dans l'amélioration matérielle du système, aller au cordeau de ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le citoyen, il n'existe pas du tout. C'est au pire une variable qui va rendre les choses plus compliquées. Et puis, ça pose pas mal de questions de pourquoi j'ai fait tel choix plutôt qu'un autre. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais imaginons que j'optimise la tournée de ramassage des poubelles. L'air de rien, c'est un service auquel on ne pense jamais, qui est assez invisible, mais qui est essentiel au fonctionnement d'une ville. On y pense vachement quand il passe à 5 h du matin sous ses fenêtres. La question, c'est j'optimise la tournée de ramassage des poubelles. Donc je vais minimiser le nombre de camions qui sont utilisés, je vais améliorer le service à tout le monde. En minimiser le nombre de camions, je vais peut-être mettre des gens au chômage, mais en même temps, ça va coûter moins cher, je vais dégager des moyens de fonctionnement pour la métropole. Par contre, à quel moment je décide, parmi toutes les solutions optimales de tournée de ramassage, il y en a une qui passe à 5 h du matin par Vénissieux, et puis après, elle est à 8 h du matin à Saxe-Gambetta, et à 11 h dans le 6e arrondissement. Pourquoi je choisis celle-là, qui passe très tôt chez les pauvres, à 8 h à l'endroit où il y a le trafic maximal pour aller au travail, et puis à un moment où ça ne gêne pas dans les quartiers riches? Pourquoi pas l'inverse? Qui choisit ça? Quel choix politique a été fait à un moment entre 2 solutions qui coûtent la même chose? Je ne sais pas s'il y a vraiment 2 solutions comme ça, mais c'est pour vous dire que derrière l'optimisation, il y a des choix politiques qui existent et qui peuvent être masqués par le fait qu'on a dit c'est pas moi, c'est l'ordinateur. Et qu'il faut faire extrêmement attention à ça parce qu'on est dans la déshumanisation complète et que là-dedans, le citoyen, c'est un modèle de fonctionnement. Et si moi, j'ai décidé de fonctionner différemment du modèle qui est prévu là-dedans, qu'est-ce que je suis? Je suis un dissident, je suis un énergumène, je suis un marginal, ou simplement je suis quelque chose qui n'a pas été pris en compte par le système. Premier axe. Deuxième axe, c'est la cité, c'est quelque chose d'assez vertical au départ. C'est l'institution, c'est le fonctionnement, c'est l'administration. Le numérique permet de renouveler ça de manière assez profonde, que ce soit sur des questions de transparence, d'open data, de big data, de citoyenneté, de participation à la délibération. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître où, pour le coup, le citoyen est au cœur du fonctionnement et qui permettent de régénérer un peu le sentiment citoyen au sein d'une métropole, ou d'une collectivité en tout cas. Et puis, il y a la partie horizontale, qui est la ville contributive, qui est toutes ces applications de partage entre voisins, de collaboration, en tirant sur la corde et en oubliant que c'est des pirates fiscaux. On peut penser à Airbnb aussi, où je vais louer mon appart à quelqu'un d'autre, mais sans passer par une chaîne hôtelière, en éliminant le lien vertical. Donc c'est tout ce qui est plateforme d'intermédiation. Et certaines sont abusives, d'autres sont intéressantes. C'est la coopération aussi, c'est l'habitat coopératif qui arrive ici. Il y a beaucoup de choses que le numérique fluidifie et permet de faire fonctionner. Et donc il y a ces 3 axes-là. Le fonctionnement de l'infrastructure, sans le citoyen, où il faudrait mieux prendre en compte le citoyen. Le lien vertical d'administration, de gestion et de délibération démocratique, et la partie horizontale qui est le réseau social. Donc à la fin, c'est qu'est-ce que c'est une ville intelligente? C'est ces 3 axes-là, et puis les mettre
en mouvement ensemble entre des nouvelles technologies, des fonctionnements en réseau, donc le côté un peu horizontal, y compris entre les services, du décloisonnement, de la fin du travail en silo. Et puis dedans, c'est pas fait pour rien, c'est fait pour mieux vivre ensemble, mieux vivre dans la meilleure qualité de vie, prendre en compte les contraintes énergétiques, climatiques, environnementales, et quelque part essayer aussi d'influer sur les comportements de chacun, les usages, soit parce qu'on veut transformer la ville, soit parce qu'il y a des usages qui sont plus vertueux que d'autres, notamment sur tout ce qui est environnemental ou citoyen. Donc j'en arrive là cette définition un peu nébuleuse de la ville intelligente, mais qui pose certains enjeux qui sont importants. Celui que j'ai cité sur l'automatisation de la ville, il rentre dans un cadre plus général, qui est ces données qu'on génère, qui en fait quoi, à qui elles appartiennent, dans tout leur processus, elles appartiennent à des gens différents. Il y a des projets qui sont là c'est Mes Infos notamment, qui est sur cette chose-là, comment je reprends le contrôle sur mes données personnelles notamment. Et puis il y a quand même toute cette ville qu'on construit. Est-ce qu'on la construit pour les citoyens dans un truc très descendant à l'ancienne, ou est-ce qu'on le fait avec les citoyens dans un mécanisme de co-construction? Et puis voilà, sur les 3 axes, il y a des pour et des contre. Il n'y a rien qui est complètement blanc, il n'y a rien qui est complètement noir. L'automatisation de la ville, c'est de l'optimisation, donc c'est de l'amélioration de tout, mais c'est le risque d'aller dans la post-démocratie, où tous les choix politiques sont cachés par une couche de techno, par un vernis, qui fait oublier complètement les choix qu'il y a derrière. La partie verticale, c'est... il n'y a pas vraiment de bon terme en français, en anglais, c'est l'empowerment, c'est redonner du pouvoir aux citoyens et de la participation à la décision publique. Par contre, la question, c'est qui participe à ça? Je vais revenir dans la toute dernière partie, je déborde un petit peu. Mais donner du pouvoir aux citoyens, c'est bien, mais il faut le faire aussi de manière démocratique et équitable. Et puis, pour illustrer un peu le côté open data, l'open data, c'est quelque chose de très bien, de relâchement du pouvoir aussi, parce que posséder la donnée, c'est du pouvoir. Mais derrière, il y a la question de à quel moment j'arrête la transparence, à quel moment j'arrête la naïveté aussi, si je donne toutes mes données, au final, c'est Google qui va s'en servir. Donc comment je fais pour avoir de la gouvernance de données, de la régulation de la donnée qui soit intéressante. Donc voilà, ça c'est les grands enjeux que je vois derrière tout ça. Le point important là-dedans, c'est que on a cette profusion de mesures que je disais, de capteurs, de réseaux, d'applications, de capacités d'enquête aussi, de croisement d'informations. Le risque derrière, le point qui peut être un peu flippant, enfin celui qui inquiète beaucoup, l'angoisse qu'il y a derrière ça, c'est le risque d'être dans un côté très Foucault, surveiller et punir. C'est pas un fantasme, c'est la Chine aujourd'hui. C'est l'annonce d'il y a 15 jours du système chinois de reconnaissance faciale de partout, qui va donner une note aux citoyens, et en fonction de cette note, les citoyens chinois seront autorisés ou pas à avoir un visa pour sortir du pays, ou pas à prendre le train, ou pas à prendre l'avion. Donc après, il va y avoir d'autres déclinaisons, j'imagine. Donc on peut arriver sur un truc comme ça, qui est ce qu'on appelle le e-panoptique. Le panoptique, c'est cette prison qui est conçue pour qu'il y ait une position où on voit tout. Et là, c'est le panoptique électronique, et ça c'est flippant. Et du coup, se pose la question de quelles limites, notamment éthiques, on va poser derrière tout ça. Et puis, il y a le fait que observer, c'est bien, mais c'est dangereux de se limiter à ça, parce que observer, c'est pas comprendre. Comme comprendre, c'est pas excuser. Il suffit pas d'observer pour comprendre les choses. On va sortir des corrélations, on va croiser des informations, on va pas forcément avoir le pourquoi, ce qui est derrière. Et c'est là où la dimension pluridisciplinaire est indispensable, c'est qu'il faut mettre de l'humain dans la donnée. Il faut comprendre pourquoi les gens ont fait ce qu'on a mesuré, notamment. Puis après, je vais parler de la refonte des processus délibératifs, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je vais juste terminer sur un point qui est, à mon avis, la question centrale, puis qu'on a traité ou abordé dans le Conseil de développement de la métropole, c'est en tout cas là, moi, où j'ai été conscientisé à ces questions-là, c'est la question de l'inclusivité. Ce que je disais un peu sur l'empowerment. L'inclusivité des villes intelligentes, c'est une question majeure, c'est que développer tout ça, c'est très bien, mais si c'est pour être dans un entre-soi d'ingénieurs qui comprennent les systèmes informatiques, c'est plus faire société. Et donc il faut aller au-delà de ça, il faut prendre ça à bras-le-corps, et c'est de là que devient ce concept de ville intelligente et apprenante. C'est que il ne faut pas simplement avoir un système qui est bien conçu, il faut que le système apprenne et qu'on puisse
apprendre à apprivoiser le système. Donc il y a deux dimensions à la ville apprenante. La première, c'est que on peut avoir un système qui apprend de ce qu'il observe, et apprend des gens. Et donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que avec cette multitude d'informations, on a des phénomènes qui étaient invisibles auparavant. On ne pouvait pas voir. On n'avait pas les moyens de s'en rendre compte. De la même manière que moi, je suis cycliste, je sais par où je passe, je connais ma route à peu près. Par contre, je ne suis pas en pleine conscience en permanence pour savoir si je suis sur la piste cyclable ou sur la piste d'à côté, ou si à un moment je monte sur le trottoir, pourquoi je l'ai fait. Je ne vais pas tout le temps y réfléchir et me le noter. On a des méthodes maintenant qui permettent de mesurer ça, et qui permettent d'aller revoir le cycliste, et de dire, ben, finalement, là, à tel endroit, il y avait ça, il y a tel contexte, il y a de la vidéo autour de toi, pourquoi tu as fait ce choix de monter sur le trottoir et de faire peur à quelqu'un. Mais bref, voilà, on a des informations qui étaient invisibles auparavant. Et donc, on peut imaginer un système qui devient agile et qui s'adapte aux citoyens, à leur façon de vivre, à leurs valeurs, finalement. On revient à cette question des valeurs. On peut comprendre l'évolution des rapports sociaux et adapter le fonctionnement du mécanisme à tout ça. On a surtout une capacité d'avoir une approche spatio-temporelle des données qui n'a jamais existé auparavant. Avec une vision complètement renouvelée du territoire, donc de l'information spatiale. Julia parlera de l'information photographique sur le territoire, mais aussi de l'histoire. Et notamment, il y a un projet qui n'est pas un projet IMU, mais on essaye de se raccrocher. C'est un projet qui s'appelle Venice Time Machine. C'est l'idée de prendre les archives de Venise, qui auront l'opportunité d'être toutes au même endroit, et de toutes les mettre ensemble dans un même système d'information qui soit à la fois spatial et temporel, et pouvoir explorer ces données et comprendre, croiser de l'information de manière qu'on n'a jamais été capable de faire avant, et finalement c'est ça qui produit de la connaissance. Et puis bon, ça renouvelle le rapport à l'espace urbain, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, je vais couper là parce que je suis un peu long. Mon dernier slide, c'est sur la vraie inclusivité pour le coup, et le fait que, la ville va apprendre de ce qu'elle observe, le système vont apprendre, même les citoyens vont apprendre de leurs concitoyens. Par contre, il faut être conscient de la diversité, à la fois des urbanités, mais aussi des capacités et des formations de chacun. Et que faire société, c'est prendre tous ces éléments qui sont un petit peu éclatés, et qui sont peut-être un peu plus éclatés maintenant qu'ils étaient quelques années avant, parce qu'il y a eu la vague d'individualisme, parce qu'il y a eu toutes ces choses-là, et les rassembler pour faire société. Et ça, c'est donner à chacun les capacités de comprendre les mécanismes de décision, les mécanismes politiques qu'il y a derrière, notamment pour tout ce qui est les enjeux de liberté individuelle, de protection de la vie privée, et ces choses-là. Il faut conscientiser les gens à tout ça. Et puis réduire la fracture numérique dont on parlait en introduction. Pour la réduire, il faut la comprendre. Et il y a 10-15 ans, on disait la fracture numérique, elle est économique et sociale. Il y a ceux qui ont les moyens de s'acheter un accès à Internet, l'accès à l'information, et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Ça existe toujours à la marge économique. Maintenant, la vraie fracture, ce qui a été identifié, c'est qu'elle est d'abord culturelle, cognitive, c'est-à-dire la capacité à comprendre les systèmes, et éducative. Et que ça, là-dessus, on a des enjeux nouveaux à prendre en compte. C'est que c'est plus de la politique de la ville qui va répondre à ça. Il faut toujours de la politique de la ville pour plein d'autres raisons. Par contre, il faut aller vers de la formation des gens. Il faut permettre aux gens de monter en compétence sur ces systèmes-là, de baisser le niveau d'accès des systèmes aussi, et puis d'être dans l'évolution continuelle, parce que la technologie évolue à une telle vitesse que finalement, le temps de comprendre ce qui se passe, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, et puis, donc on est dans la formation continuellement. Donc il faut faire ça, parce que la limite, c'est la capacité à appréhender le débat démocratique. C'est la capacité à parler des limites éthiques de l'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure. Et finalement, c'est la démocratie qui est en jeu là autour de ça. Parce que la démocratie, c'est entre autres de l'égalité. C'est de la liberté, c'est de l'égalité, c'est de la fraternité, tout ça. Là. On a l'habitude de ces trois mots-là ensemble, mais la liberté, dans les centres-villes, ça va, on a suffisamment de moyens, on sait se débrouiller, quoi. Les catégories bien éduquées, ils savent se débrouiller, ils sont libres dans ce système-là. Par contre, quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller avec un système numérique, quelqu'un qui est illettré, par exemple, ou qui a une capacité de compréhension des textes limitée, si on le met devant un portail administratif, il n'a plus de liberté. Et parce qu'il y a un défaut d'égalité. Voilà. Si on veut éviter de rajouter de la ségrégation culturelle ou cognitive numérique à une ségrégation sociale qui se voit déjà dans l'urbain, il faut travailler là-dessus.
Et c'est ça la ville apprenante qui, à mon avis, le seul qui sera jamais intelligente si elle n'est pas apprenante en même temps. Voilà. Je passe le...